Salutations, chers auditeurs. Imaginez un lieu où chaque pierre, chaque souffle, chaque lever de soleil respire l'histoire. Un lieu qui a éveillé l'imagination pendant des siècles, évoquant une volonté inflexible et une discipline absolue. Voici la Laconie, la terre qui a donné naissance à Sparte. Mais quelle était la véritable Sparte derrière le voile de la légende? Était-ce simplement un camp de guerriers austères ou ce masque cachait-il quelque chose de plus? Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les millénaires pour toucher la réalité et non le mythe, et comprendre comment la culture militaire est devenue l'essence même de la société spartiate. Nous tenterons de percer ce mystère, de sentir le souffle du passé et peut-être d'en tirer quelque chose de précieux pour notre présent. Notre conversation débutera par ses origines, avec la fondation d'une cité chargée de légendes. Nous explorerons l'époque des rois légendaires et des sages législateurs, et bien sûr, nous aborderons Lycurgue, personnage dont le nom est devenu synonyme de l'ordre spartiate. Nous explorerons le réalisme des notions spartiates d'égalité et leur évolution au fil du temps. Nous nous pencherons ensuite sur la Laconie elle-même et ses caractéristiques naturelles, qui ont sans aucun doute marqué le caractère de ses habitants. Nous découvrirons ceux qui ont travaillé dur sur cette terre, les Ilotes et les Périèques, et comprendrons comment leur travail est devenu le fondement de la prospérité, ou du moins de la survie, de la société spartiate. Nous explorerons ensuite le cœur même de la vie spartiate, le système éducatif appelé agogé. Nous suivrons le parcours d'un enfant depuis sa naissance, apprenant comment se déroulaient ses premières années et comment il passait progressivement de la famille à la communauté. Nous aborderons les premières étapes de l'éducation, les premières leçons de discipline inculquées aux jeunes esprits. Nous verrons ensuite comment l'agogé prit son essor à l'adolescence, lorsque les garçons quittaient la maison pour entrer à la caserne, où ils affrontaient de rudes épreuves, s'entraînaient au maniement des armes et faisaient leurs premiers pas vers le métier de guerrier. Nous explorons l'adolescence, une période d'entraînement militaire intensif, de chasse, de survie en milieu sauvage et de formation de liens fraternels indéfectibles. Enfin, nous abordons le seuil même de l'âge adulte, la période où les jeunes hommes traversaient leurs ultimes épreuves, se préparant à devenir citoyens à part entière de Sparte. Nous découvrons la vie quotidienne d'un Spartiate, les Syssites, des repas communautaires qui étaient plus qu'un simple repas, mais un symbole d'unité et d'égalité. Enfin, nous abordons le seuil même de l'âge adulte, la période où les jeunes hommes traversaient leurs ultimes épreuves, se préparant à devenir citoyens à part entière de Sparte. Nous découvrons la vie quotidienne d'un Spartiate, les Syssites, des repas communautaires qui étaient plus qu'un simple repas, mais un symbole d'unité et d'égalité. Nous abordons le rôle des femmes dans ce monde hostile, leur mission essentielle dans la formation des futurs défenseurs. Bien sûr, nous ne pouvons ignorer l'armée spartiate, sa redoutable phalange, ses tactiques et sa stratégie, ainsi que l'organisation de ses forces qui suscitait à la fois admiration et crainte chez ses contemporains. Nous nous souviendrons des grandes batailles et guerres qui ont façonné le monde antique, de la lutte pour la survie lors des guerres de Messénie à l'apogée de sa puissance et au début de son déclin lors de la guerre du Péloponnèse. Et, bien sûr, nous n'oublierons pas la bataille des Thermopyles, devenue un symbole durable du sacrifice personnel. Mais l'histoire n'est jamais statique. Nous retracerons les causes du déclin de Sparte, ses contradictions internes et la perte des compétences militaires et des principes moraux qui ont fait sa grandeur. Nous verrons comment les menaces et les défaites extérieures ont mis fin à une époque.
Enfin, nous aborderons l'héritage de Sparte, comment sa culture militaire a influencé le cours de l'histoire, la pensée militaire romaine et comment l'image de Sparte perdure dans la culture et l'art jusqu'à nos jours. En conclusion de notre voyage, nous explorerons ce que Sparte représente aujourd'hui, un symbole éternel de discipline, de courage et de dévouement, et les leçons de son passé qui pourraient nous être précieuses vivant dans un monde totalement différent. Préparez-vous à vous immerger dans un monde où chaque lever de soleil était un défi et chaque coucher de soleil une récompense pour la persévérance. Nous commençons notre immersion dans le monde de Sparte, une légende née en Laconie. Nous découvrirons non seulement les attentes liées à l'image de guerriers invincibles, mais aussi la réalité cachée derrière le voile du temps. Nous verrons comment la culture militaire est devenue le fondement de la société spartiate et tenterons de comprendre qui étaient les véritables Spartiates. Commençons par les fondements mêmes de Sparte, ses mythes et ses origines réelles. L'histoire de Sparte, comme celle de nombreuses cités-États antiques, est entourée de légendes. Selon la légende, la ville aurait été fondée par les descendants du héros Héraclès. La fondation de Sparte est associée à des rois légendaires, dont les noms se sont transmis de génération en génération. Parmi eux, Amyclès se distingue, à qui l'on attribue la fondation des premiers temples et le développement de la ville. Cependant, le personnage clé dont le nom est inextricablement lié à la formation de l'État spartiate est Lycurgue. Lycurgue n'est pas simplement un personnage historique, mais plutôt l'image collective d'un législateur dont les réformes auraient eu lieu vers le 9e ou le 8e siècle avant Jésus. Les dates exactes de sa vie et de son œuvre restent sujettes à débat parmi les historiens. Mais c'est à Lycurgue que l'on attribue la création du système social et politique unique qui a fait de Sparte une cité si distincte des autres cités-États grecques. Les réformes de Lycurge visaient plusieurs objectifs. Renforcer la puissance militaire, assurer la stabilité et prévenir les conflits internes. Il introduisit la célèbre Grande Rétra, un code de loi qui, selon la légende, fut approuvé par l'oracle de Delphes lui-même. Ces lois posèrent les bases du mode de vie spartiate qui perdura pendant des siècles. L'un des mythes les plus tenaces concernant Sparte est celui de la stricte égalité entre tous les citoyens. Nombreux étaient ceux qui imaginaient que tous les Spartiates étaient aussi riches que pauvres et vivaient la même vie. Cependant, la réalité était quelque peu différente. Lycurgue chercha en effet à limiter l'accumulation de richesses et de luxe. Il instaura des repas collectifs, dont nous parlerons plus loin, et interdit le commerce de l'or et de l'argent. Toutes les terres de Laconie furent divisées en parcelles égales et attribuées aux citoyens. Mais même au sein de ce système, des différences subsistaient. La Laconie comptait 3 catégories principales de population: les Spartiates, les Périèques et les Ilotes. Les Spartiates, ou Gomoi, étaient des citoyens à part entière et constituaient le noyau de la classe militaire. Eux seuls avaient le droit de participer au gouvernement et de porter les armes. Les Périèques, signifiant ceux qui vivent aux alentours, étaient libres mais dépourvus de droits civiques. Ils pratiquaient l'artisanat, le commerce et l'agriculture, constituant la base économique de la police. Les Ilotes, en revanche, constituaient une catégorie particulière. Attachés à la terre, ils constituaient la principale main-d'œuvre, cultivant les terres des Spartiates. Leur statut s'apparentait à celui du servage. Ainsi, l'idée d'égalité à Sparte s'appliquait principalement aux citoyens à part entière, aux Spartiates. Elle signifiait l'égalité au service de l'État, l'égalité face aux rudes conditions de vie, l'égalité face aux dangers.
Cette égalité ne se résumait pas à la richesse, mais à un partage égal des responsabilités et de la discipline. Il est important de comprendre que les réformes de Lycurgue, comme la fondation de Sparte elle-même, furent le fruit d'un long processus et non d'un événement isolé. Les légendes sur Lycurgue pourraient bien dissimuler de véritables processus historiques liés à la consolidation du pouvoir, à la soumission des tribus voisines et à la formation d'une machine militaire unique. La situation géographique de la Laconie a également joué un rôle important dans la formation de la société spartiate. Relativement isolée par des chaînes de montagnes, la région a contribué au développement d'une culture et d'une tradition militaire distinctes. Les vallées fertiles de l'Eurotas facilitaient l'agriculture, mais sa gestion efficace nécessitait une main-d'œuvre fournie par les ilotes. Ainsi, derrière la majestueuse façade de la puissance militaire spartiate, se cachait une structure sociale complexe, fondée sur le travail de populations dépendantes et une discipline citoyenne stricte. Le mythe de l'égalité absolue s'est progressivement transformé en réalité d'égalité des devoirs et des responsabilités, qui est devenue la pierre angulaire de l'État spartiate. Et c'est cette réalité, renforcée par des lois et une éducation stricte, qui a forgé les guerriers dont nous parlerons plus loin. La Laconie, berceau de Sparte, représente une remarquable combinaison de conditions naturelles et de génie humain, qui ont donné naissance à une société unique. Tel un fil d'argent, le fleuve Eurotas coule à travers une vallée fertile entourée sur 3 côtés par de majestueuses chaînes de montagnes. Ces montagnes, notamment le Tégète et ses sommets imprenables, servaient de forteresses naturelles, protégeant les Spartiates des invasions étrangères et favorisant le développement de leur culture unique. Les ressources naturelles de la Laconie étaient abondantes, mais elles nécessitaient de la main-d'œuvre. Les terres fertiles permettaient la culture des céréales, des oliviers et de la vigne. Cependant, cultiver ces terres et nourrir une population croissante exigeait une main-d'œuvre importante. C'est là que réside la clé de la compréhension de la structure sociale de Sparte, l'existence de 2 principaux groupes de population dépendantes, les ilotes et les périèques. Les ilotes constituaient la catégorie la plus nombreuse. Ils n'étaient pas des esclaves au sens traditionnel du terme. Leur statut était plus complexe. Ils étaient liés à des terres appartenant à l'État et les cultivaient pour les Spartiates. Ils constituaient l'épine dorsale de l'économie spartiate, fournissant nourriture et ressources aux citoyens. Leur vie était dure, faite de travail et de restrictions, mais ils n'étaient la propriété personnelle d'aucun Spartiate. Leur nombre était largement supérieur à celui des Spartiates eux-mêmes, ce qui créait des tensions constantes et la crainte d'une rébellion. C'est pourquoi une part importante de la vie d'un Spartiate était consacrée au service militaire. Maintenir l'ordre et réprimer d'éventuelles rébellions d'ilotes était une priorité absolue. Les périèques, signifiant ceux qui vivent aux alentours, constituaient un autre groupe important. Hommes libres, ils ne disposaient pas de droits civiques à Sparte. Ils habitaient les villes et villages des environs, pratiquant l'artisanat, le commerce et la navigation. Artisans qualifiés, ils fabriquaient des armes, des armures et d'autres biens de première nécessité. Ils servaient également dans l'armée, mais au sein d'unités distinctes, sous la direction des commandants spartiates. Ils jouaient un rôle essentiel dans l'économie et la défense de la Laconie, mais leur statut social était inférieur à celui des citoyens à part entière. Ce système, où le travail des ilotes et l'artisanat des périèques soutenaient l'État, permettait aux Spartiates de se consacrer entièrement au service militaire et à la police. C'était le fondement de toute la vie spartiate.
L'isolement de la Laconie, ses ressources naturelles et la présence d'une population dépendante, tout cela contribua à créer des conditions uniques pour la formation d'une société où la prouesse militaire et la discipline devinrent les valeurs suprêmes. Libérés du fardeau du travail physique ou du commerce, les Spartiates pouvaient se concentrer sur le perfectionnement de leurs compétences martiales. Dès leur naissance, leur vie était vouée à un seul objectif: devenir le guerrier parfait, prêt à défendre leur cité-État à tout moment. Ce cheminement commençait dès l'enfance, et c'est le système d'éducation appelé agogée qui forgea les guerriers spartiates. L'agogée était plus qu'un simple système éducatif, c'était un mode de vie qui commençait dès les premiers jours suivant la naissance. On raconte que les nourrissons étaient examinés par les aînés, et que si un enfant était faible ou physiquement handicapé, il pouvait être abandonné au sommet du mont Taillège où il périrait de froid ou des animaux sauvages. Cette pratique, bien qu'apparemment cruelle, était conforme à la philosophie spartiate générale. Le plus fort survit, et la société ne devait pas gaspiller ses ressources pour ceux qui ne pouvaient contribuer à sa défense. Cependant, les historiens modernes tendent à considérer cette pratique comme l'exception plutôt que la règle, et les rapports à son sujet pourraient avoir été exagérés par les ennemis de Sparte. Les premières années de la vie d'un enfant, jusqu'à environ 6 ans, se passaient au sein de sa famille. La mère jouait un rôle essentiel dans leur éducation, leur inculquant les premières compétences d'obéissance et de respect des aînés. Mais dès cette période précoce, un sevrage progressif des soins maternels commençait. Les enfants jouaient à des jeux simulant des actions militaires et chantaient des chants à la gloire des héros et des batailles. Les enseignants, peut-être même à cet âge, commençaient à leur inculquer les bases de la discipline et de l'endurance. À l'âge de 7 ans, les garçons quittaient leur famille et s'installaient dans des casernes où commençait la période la plus difficile de la gauge. C'était la transition entre le confort du foyer et la rudesse de la vie en communauté. Ils y vivaient en groupe, sous la supervision de garçons plus âgés et de mentors. Les épreuves physiques devenaient la norme quotidienne. Ils apprenaient à manier les armes, lances, épées et boucliers. Leur alimentation était maigre, leurs vêtements simples et leurs dortoirs sur de la paille dure. L'objectif était d'endurcir leur corps et leur esprit, de leur apprendre à endurer les épreuves et la douleur. Les relations entre anciens et subalternes dans les casernes étaient strictement réglementées. Les aînés, appelés érins, étaient responsables des cadets, les païdos. Ils leur enseignaient, les punissaient pour leurs méfaits et leur servaient de modèle. Cela favorisait le sens des responsabilités et la camaraderie. Les enfants apprenaient à travailler ensemble et à compter les uns sur les autres, car au combat, leur vie en dépendait. En grandissant, entre 14 et 18 ans environ, leur entraînement devint encore plus intense. Les jeunes hommes passaient à une formation militaire avancée. Ils participaient à des chasses qui servaient non seulement de source de nourriture, mais aussi d'entraînement à la survie en milieu sauvage. On leur confiait des tâches exigeant ruse et agilité, une sorte d'exercice de sabotage. Une solide fraternité se forma, fondée sur des épreuves partagées et le dévouement mutuel. L'étape la plus difficile et la plus dangereuse de la gauge se situait entre 18 et 20 ans. C'était l'époque de la cryptia. Cette épreuve était une épreuve unique d'endurance, de cruauté et de capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Les jeunes hommes étaient envoyés à la campagne, où ils devaient se cacher, chercher de la nourriture et éviter d'être repérés. Selon certaines sources, la cryptia incluait également l'extermination des ilotes.
ce qui servait non seulement à entretenir la peur, mais aussi à perfectionner leur aptitude à traquer et éliminer les ennemis. Cette étape visait à forger définitivement le caractère du futur guerrier spartiate, le préparant à la pleine citoyenneté et à la plus haute valeur militaire. Après avoir accompli la gauge, les hommes atteignaient le statut de citoyens à part entière, les Spartiates. Leur vie quotidienne était strictement réglementée et subordonnée aux intérêts de l'État. L'une des traditions les plus importantes était les syssitia, les repas en commun. Chaque Spartiate était tenu d'y participer quotidiennement en apportant une portion de nourriture. Les syssitia étaient plus qu'un simple repas, mais un symbole d'unité et d'égalité. À la table commune, les affaires de l'État étaient discutées, renforçant ainsi le sentiment de fraternité et de responsabilité mutuelle. Le régime alimentaire des syssitia était simple et maigre. Le plat principal était le célèbre ragoût noir, un plat de porc, de sang et de vinaigre, réputé si fade que même les rois spartiates préféraient manger de la nourriture normale s'ils le pouvaient. Les restrictions de consommation faisaient partie intégrante de la philosophie spartiate, destinée à forger le caractère et à éviter le luxe, source de corruption. Le rôle des femmes dans la société spartiate était également unique. Contrairement aux autres cités-États grecques, les femmes spartiates jouissaient d'une plus grande liberté et d'une plus grande influence. Elles ne participaient pas directement à la vie publique, mais leur tâche principale était la formation des futurs guerriers. Les femmes spartiates étaient en bonne forme physique, pratiquant la gymnastique et d'autres sports pour assurer la naissance d'enfants sains et forts. Elles étaient fières du départ de leur fils à la guerre, leur disant « avec ou sur le bouclier », ce qui signifiait soit la victoire, soit la mort au combat. Leur force résidait dans leur capacité à élever une génération de guerriers dévoués à l'État. L'armée spartiate était une force redoutable, dont le point culminant était la célèbre phalange. Cette formation d'infanterie comprenait des guerriers côte à côte, formant un épais mur de boucliers. Chaque guerrier se protégeait et protégeait son voisin. La discipline et la coordination étaient essentielles à l'efficacité de la phalange. L'armement était simple mais fiable. Une longue lance d'or, un grand bouclier rond aspis, une épée courte xyphos et un casque. L'organisation de l'armée était strictement hiérarchique. L'unité tactique de base était la locha, composée d'environ 160 hommes, commandée par un loragos. Plusieurs lochas constituaient une chiliarchie, et l'armée entière était divisée en unités plus importantes. Chaque guerrier connaissait sa place et son rôle. La stratégie spartiate était axée sur la défense et l'attaque décisive, tandis que leur tactique exploitait les avantages de la phalange au corps à corps. L'histoire de Sparte est riche en grandes batailles et guerres qui ont façonné son destin. L'une des plus longues et des plus éprouvantes fut la guerre de Messénie, une lutte pour les terres fertiles de Messénie. Cette guerre, qui dura, selon diverses estimations, une vingtaine d'années, fut une lutte pour la survie et les ressources, renforçant encore l'esprit militaire des Spartiates. L'apogée de la puissance de Sparte eut lieu lors de la guerre du Péloponnèse, qui débuta en 431 avant Jésus-Christ. Ce conflit opposait Sparte et Athènes, les deux plus grandes puissances de Grèce. L'histoire de Sparte est riche en grandes batailles et guerres qui ont façonné son destin. L'une des plus longues et des plus éprouvantes fut la guerre de Messénie, une lutte pour les terres fertiles de Messénie. Cette guerre, qui dura, selon diverses estimations, une vingtaine d'années,
fut une lutte pour la survie et les ressources, renforçant encore l'esprit militaire des Spartiates. L'apogée de la puissance de Sparte eut lieu lors de la guerre du Péloponnèse, qui débuta en 1431 avant Jésus. Ce conflit opposait Sparte à Athènes, les deux plus grandes puissances de Grèce. Mais pour comprendre comment une machine militaire aussi redoutable a pu émerger, il faut remonter aux origines, à la construction de la société spartiate dès la naissance. Nous parlerons de l'éducation dès le berceau, du système qui forgeait les guerriers. Ce système est connu sous le nom d'agoge. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de la dureté de l'éducation spartiate, souvent associée au mythe selon lequel les nourrissons faibles étaient jetés du haut d'une falaise. Examinons cette question en distinguant les faits de la fiction. En réalité, le sort d'un nouveau-né était décidé par un conseil d'anciens. Si un enfant était jugé malade ou faible, il pouvait être abandonné à son sort dans la nature, mais cette pratique n'était pas répandue, et certainement pas en le jetant du haut d'une falaise. L'objectif principal était de préserver un patrimoine génétique fort et sain, car chaque citoyen spartiate était un guerrier potentiel. Les premières années d'un enfant se passaient au sein de sa famille. La mère jouait un rôle essentiel, lui inculquant les premiers concepts de discipline et de devoir. Les enfants grandissaient au contact étroit des traditions et des attentes de la société spartiate. Cependant, dès leur plus jeune âge, leur vie était profondément liée à la communauté. Les jeux auxquels ils participaient étaient plus que de simples divertissements. Ils visaient à développer force, agilité et esprit d'équipe. Les chants qu'ils chantaient racontaient souvent des histoires de héros, de devoir envers Sparte et de courage. Progressivement, à mesure qu'ils grandissaient, leurs liens avec leur famille s'affaiblissaient. C'était une étape nécessaire pour se préparer à ce qui les attendait. L'agoge commençait vers 7 ans. C'était l'âge où les garçons quittaient le domicile parental pour aller vivre à la caserne. Là, ils vivaient en groupe, sous la supervision de garçons plus âgés et de mentors. Les premières années de l'agoge, de 7 à 14 ans environ, étaient une période d'entraînement physique intense. Les enfants apprenaient à manier les armes, à développer leur endurance et à supporter la douleur et les épreuves. Leurs rations étaient maigres, leurs vêtements simples et leurs dortoirs rudes. Ceci était intentionnel pour les habituer aux épreuves. Les garçons plus âgés, déjà des guerriers expérimentés, jouaient un rôle important dans l'éducation des plus jeunes. Ils leur enseignaient non seulement les compétences militaires, mais aussi les fondamentaux du mode de vie spartiate, renforçant ainsi le sentiment de camaraderie et d'entraide. L'étape suivante de l'agoge s'étendait de 14 à 18 ans. Durant cette période, l'entraînement devint encore plus approfondi. Les jeunes hommes maîtrisaient des techniques militaires complexes, apprenaient la tactique et la stratégie. La chasse et les missions de sabotage constituaient une part importante de leur entraînement. Cela leur apprenait à survivre en milieu sauvage et à agir furtivement et rapidement. Une solide fraternité se forma, fondée sur l'expérience partagée et la confiance mutuelle. Ces années furent cruciaux pour forger leur identité de Spartiates, futurs défenseurs de la patrie. La période de 18 à 20 ans marquait l'apogée de l'agoge, une période de préparation à la citoyenneté à part entière. L'une des épreuves les plus rudes de cette période était la cryptia. Il s'agissait d'une sorte de mission de sabotage durant laquelle les jeunes hommes devaient survivre un certain temps à la campagne, souvent cachés et à la recherche de nourriture. Parfois, ils étaient chargés de traquer, voire d'éliminer les ilotes, afin de maintenir la peur et le contrôle sur la population conquise. Cette épreuve les endurcissait non seulement physiquement, mais aussi mentalement, mettant à l'épreuve leur impitoyabilité et leur endurance.
La vie quotidienne d'un Spartiate devenu adulte était strictement réglementée. Les seisset, repas communs, revêtaient une importance particulière. Tous les citoyens à part entière, à partir d'un certain âge, étaient tenus de participer à ces repas qui se déroulaient quotidiennement dans des réfectoires communs. Plus qu'un simple repas partagé, c'était un puissant symbole d'unité et d'égalité. Chacun devait apporter sa part de nourriture, limitant ainsi les possibilités de luxe et démontrant l'égalité de tous les citoyens devant l'État. Les restrictions à la consommation étaient omniprésentes. Le luxe et les excès étaient méprisés. Le rôle des femmes dans la société spartiate était unique. Tandis que les hommes se consacraient au service militaire, les femmes étaient chargées d'élever les futurs guerriers. Elles bénéficiaient d'un entraînement physique et participaient à des sports pour assurer la santé de leurs enfants. Leur tâche principale était d'inculquer à leurs fils l'amour de Sparte et le sens du sacrifice. Bien que les femmes ne participaient pas directement à la vie politique, elles exerçaient une influence considérable au sein de la famille et de la société. L'armée spartiate, comme nous l'avons déjà mentionné, était le summum de la société spartiate. La phalange était plus qu'une simple formation de combat. Elle incarnait l'esprit spartiate. Chaque guerrier, aux côtés de son camarade, défendait non seulement lui-même, mais aussi son camarade. C'était une unité fondée sur la confiance et la discipline. L'armement était simple mais efficace. Une longue lance appelée dore, un grand bouclier rond appelé aspis qui protégeait non seulement le porteur, mais aussi son voisin de gauche, et une épée courte appelée xyphos. L'organisation de l'armée était strictement hiérarchique. L'unité tactique de base était la locha, composée d'environ 160 hommes, commandée par un lokagos. Plusieurs lochas constituaient une chiliarchie, et l'armée entière était divisée en unités plus grandes. L'histoire de Sparte, comme nous l'avons déjà évoqué, est riche en batailles et en guerres majestueuses. Les guerres de Messénie, la guerre du Péloponnèse et bien sûr la bataille des Thermopyles. Plus qu'une simple bataille, les Thermopyles sont un symbole d'abnégation et de courage. 300 Spartiates, menés par le roi Léonidas, combattirent une imposante armée perse, sachant que la mort les attendait. Ils tinrent bon jusqu'au bout, prouvant au monde de quoi un véritable Spartiate était capable. Cependant, même l'État le plus puissant n'est pas éternel. Le déclin de Sparte fut un processus graduel causé par de nombreux facteurs. Les contradictions internes liées aux inégalités croissantes, la perte progressive des compétences militaires et des principes moraux qui avaient autrefois fait la grandeur de Sparte, ainsi que les menaces et les défaites extérieures ont tous conduit à l'affaiblissement de l'État. Malgré son déclin, l'héritage de Sparte perdure. Sa culture militaire a profondément influencé le développement de la pensée militaire, non seulement dans l'Antiquité, mais aussi plus tard. La discipline, le courage et le dévouement spartiate sont devenus un modèle pour beaucoup. Sparte, bien qu'appartenant au passé, demeure dans la culture et l'art un symbole durable de force d'âme et de dévouement. En conclusion, Sparte est plus qu'un simple État historique. C'est un symbole durable de discipline, de courage et de dévouement. Et les leçons que nous pouvons tirer de son histoire sont toujours d'actualité. Elles nous rappellent l'importance du devoir, la force de l'unité, et que la véritable force ne réside pas seulement dans les armes, mais aussi dans l'esprit. Commençons notre voyage dans le monde de la Sparte antique. Depuis ses origines, dès les premières années de la vie des futurs guerriers. Le système d'agogée dont nous allons parler a vu le jour dès leur plus jeune âge. Ce système éducatif unique, originaire de Laconie, visait à former non seulement des citoyens, mais aussi des Spartiates idéaux,
forts, disciplinés et dévoués à leur police. La première étape de l'agoge s'étendait de la naissance à l'âge de 6 ans. À cette époque, l'enfant était encore sous la protection de sa mère et de sa famille, mais commençait déjà à ressentir l'influence des traditions communautaires. Les Spartiates croyaient qu'un corps fort et un esprit résilient se formaient dès le plus jeune âge. C'est pourquoi même les jeux et activités des jeunes enfants étaient empreints d'un esprit de discipline et de préparation à l'avenir. Imaginez les petits Spartiates jouant non seulement avec des poupées ou des voitures, mais aussi avec des simulations de bataille. Leurs jouets étaient peut-être de petits boucliers et des lances faits de branches. Les chansons que leur mère et leur nourrice leur chantaient n'étaient pas des berceuses au sens moderne du terme, mais plutôt des chants rythmés qui apprenaient aux enfants à mémoriser des ordres simples et développaient leur ouïe et leur mémoire. Ces chants racontaient souvent des histoires de héros, les exploits de leurs ancêtres et leurs devoirs envers Sparte. Ce fut la première introduction, très subtile, mais importante, à l'idéologie spartiate. La séparation progressive de la famille faisait partie de ce processus. Les enfants n'étaient pas immédiatement retirés de leur foyer, mais dès leur plus jeune âge, on leur apprenait l'indépendance. Ils passaient moins de temps seuls avec leur mère et davantage avec leurs camarades, sous la supervision des aînés. Cela favorisait un sentiment de communauté et d'interdépendance. L'enfant apprenait à partager, à attendre son tour, à obéir à des règles communes. Autant de qualités si importantes dans la société spartiate, où les intérêts personnels passaient toujours après ceux de la police. Concernant la célèbre coutume spartiate consistant à se débarrasser des nourrissons faibles, il est important de distinguer mythe et réalité. Des sources comme Plutarque rapportent que les nourrissons étaient examinés par les anciens et que, si un enfant était jugé malade ou faible, on pouvait le laisser mourir. Cependant, il est important de comprendre que ces descriptions peuvent être quelque peu exagérées ou sujettes à diverses interprétations. Les Spartiates accordaient une grande importance à la force physique et à la santé, mais cela ne doit pas être présenté comme une cruauté absolue dénuée de compassion. Il faisait probablement référence à des cas où un enfant était condamné à la souffrance ou n'aurait pas pu devenir un membre à part entière de la société capable de servir Sparte. Cet aspect reflète certes la sévérité de la vision du monde spartiate, mais il ne doit pas occulter la réalité dans son ensemble. Durant cette période précoce, de la naissance à 6 ans, l'objectif principal était de poser les fondations, l'endurance physique, la discipline de base et la compréhension de l'appartenance à quelque chose de plus grand qu'une simple famille. C'était l'époque où l'enfant apprenait à écouter, à mémoriser et à suivre des instructions simples. Jeux, chansons et premières leçons, tout était subordonné à un seul objectif, élever le Spartiate idéal. Ce fut un processus lent mais constant, qui préparait les jeunes âmes aux épreuves qui les attendaient. Poursuivons notre voyage dans le monde de la Sparte antique. Nous nous sommes arrêtés aux premières étapes de l'éducation, où les enfants apprenaient leurs premières leçons de discipline et comprenaient qu'ils faisaient partie d'un tout. Nous passons maintenant à l'étape suivante, non moins importante, qui s'étend de 7 à 14 ans. C'est l'époque où les garçons quittent le confort de la maison et sont pleinement immergés dans un système éducatif particulier appelé agoge. Imaginez qu'à 7 ans, les jeunes Spartiates, nos petits héros, quittent leur mère pour vivre dans des casernes communes. Ce n'était ni un acte de cruauté, ni un mépris pour la famille. Au contraire, c'était considéré comme une étape naturelle dans la préparation des futurs guerriers et citoyens.
La famille, bien sûr, conservait son importance, mais le rôle principal de l'éducation revenait désormais à l'État, au système d'agogé. À la caserne, les garçons se retrouvèrent dans un environnement totalement nouveau. Ils vivaient en groupe, sous la supervision de leurs aînés et de mentors spécialement désignés. La vie devint plus rude et plus organisée. L'accent était mis sur le développement physique et l'entraînement militaire. Chaque jour était rythmé par des exercices visant à renforcer le corps, à développer l'endurance et l'agilité. Ils apprenaient à courir, sauter, lutter et à s'endurcir par tous les temps. L'apprentissage des armes occupait une place particulière. Bien sûr, à cet âge, ils n'avaient pas encore touché aux vraies armes lourdes, mais les bases de leur maniement étaient acquises dès leur plus jeune âge. Il pouvait s'agir d'épées et de boucliers en bois imitant des équipements de combat. Il était important d'apprendre à tenir correctement l'arme, à se déplacer avec elle et à en comprendre le poids et l'équilibre. Les professeurs, guerriers expérimentés, transmettaient leurs connaissances et leurs compétences, inculquant à leurs jeunes élèves leur respect de l'art de la guerre. La hiérarchie jouait un rôle essentiel dans ce système éducatif. Les garçons plus âgés, ceux qui avaient déjà franchi certains stades de la gauge, prenaient les plus jeunes sous leur aile. Il ne s'agissait pas seulement d'un mentorat, mais d'une forme de fraternité. Les aînés étaient chargés de discipliner les plus jeunes, de leur enseigner des règles de conduite et de les aider à maîtriser leurs leçons. Ils servaient de modèle. Les plus jeunes, à leur tour, devaient faire preuve de respect et d'obéissance envers leurs aînés. Cela développait le sens des responsabilités, la capacité d'obéir et l'aptitude à diriger. La vie à la caserne était loin d'être luxueuse. Les repas étaient simples et maigres. Les Spartiates croyaient qu'un confort et un bien-être excessifs affaiblissaient l'individu. C'est pourquoi on enseignait aux garçons la modération en toutes choses. Ils dormaient sur des nattes dures, souvent en roseau, et portaient des vêtements simples. Tout cela n'avait qu'un seul but, les préparer aux rigueurs du service militaire, à la vie en campagne, où l'excès n'avait pas sa place. Il est important de noter que, malgré sa rigueur, le système à gauge n'était pas dépourvu d'éléments ludiques et créatifs. Les chants des jeunes Spartiates racontaient souvent des histoires de héros, de courage et d'amour pour leur patrie. Il ne s'agissait pas seulement d'un divertissement, mais d'un processus éducatif visant à développer le sentiment patriotique et une vision héroïque du monde. Grâce à ces chants et aux récits de leurs aînés, les garçons s'imprégnaient des valeurs de la société spartiate. Cette période, de 7 à 14 ans, était une période de conditionnement physique et moral intense. C'était le fondement sur lequel se construisait toute la vie future d'un Spartiate. Ils apprenaient à vivre en communauté, à faire passer les intérêts communs avant les intérêts personnels et à faire preuve de force et de courage. Et même si l'on parle de conditions difficiles, il est important de rappeler que tout cela était accompli avec un objectif clair: former des citoyens capables de défendre leur cité-État, leur patrie. C'est à cette époque que furent posés les fondements de l'identité spartiate, ces traits mêmes qui rendraient plus tard Sparte si célèbre et légendaire. La période entre 14 et 18 ans dans la vie d'un jeune Spartiate était celle où les fondements posés durant la petite enfance commençaient à prendre leur véritable forme. C'était l'âge de l'entraînement militaire approfondi, celui où les garçons devenaient de jeunes hommes et où leur entraînement atteignait un niveau supérieur, plus exigeant.
Le système de l'agoge, déjà profondément ancré dans leur vie, continuait de forger leur corps et leur esprit, les rapprochant de l'idéal guerrier si central à la police spartiate. Durant cette période, l'accent est passé de l'entraînement physique général et du maniement des armes de base à des compétences plus spécialisées. Les jeunes hommes ont commencé à maîtriser les subtilités de la tactique, à opérer en petites unités et à comprendre les signaux et les ordres qui pouvaient s'avérer vitaux au combat. L'entraînement est devenu plus intense, simulant des conditions de combat réelles. Il se déroulait en extérieur, souvent dans des conditions proches de la vie sur le terrain. Longues marches, nuitées en plein air et déplacements en terrain accidenté. Les techniques de survie occupaient une place particulière dans la formation. Les jeunes hommes devaient apprendre à chercher de la nourriture, à trouver un abri et à évoluer en terrain inconnu. La chasse et le sabotage faisaient partie intégrante de cet entraînement, qui, bien sûr, ne visait pas à nuire aux civils, mais plutôt à développer la ruse, la discrétion et la capacité à agir sans se faire repérer. La chasse, par exemple, n'était pas seulement un moyen de se nourrir, mais aussi un entraînement à la patience, à la précision et au pistage. Les jeunes hommes apprenaient à lire les traces des animaux, à comprendre leurs habitudes et à choisir le bon moment pour attaquer. Cela développait le sens de l'observation et la capacité d'agir avec détermination et prudence. Les cryptia, dont nous parlerons plus loin, commencèrent également à être mis en place durant cette période, quoique sous une forme plus souple. L'objectif était d'apprendre aux jeunes hommes à agir dans des conditions incertaines, à prendre des décisions indépendantes et à garder leur sang-froid. Il est important de comprendre que tous ces tests étaient menés sous la stricte supervision de mentors expérimentés, qui veillaient à ce que les jeunes hommes ne franchissent pas la ligne rouge et ne commettent pas de risques inutiles ni de cruauté sans rapport avec les nécessités militaires. Durant cette période de leur vie, les jeunes Spartiates passaient encore plus de temps loin de leur famille. La caserne devint leur foyer permanent et leurs camarades leur seconde famille. C'est là que se nouèrent des liens fraternels étroits qui deviendraient plus tard le fondement de la puissance militaire spartiate. Les épreuves partagées, l'entraînement en commun et le soutien mutuel dans les épreuves, tout cela les unissait, créant un profond sentiment de loyauté les uns envers les autres. Ils apprirent à faire confiance à leurs camarades et à compter sur eux dans les situations les plus difficiles, ce qui était essentiel à l'efficacité de la phalange spartiate, où chaque guerrier faisait partie d'un seul et même organisme. Les jeux et compétitions entre groupes de jeunes hommes prenaient également une tournure plus sérieuse. Il pouvait s'agir de combats improvisés où les jeunes s'entraînaient aux techniques de combat au corps à corps, ou de compétitions par équipe mettant à l'épreuve leur coordination et leur endurance. Les jeunes hommes plus âgés, déjà passés par ces étapes, servaient souvent de mentors aux plus jeunes, leur transmettant leur expérience et leurs connaissances. Cela créait une hiérarchie naturelle et favorisait la continuité des traditions. Une attention particulière était portée à la discipline et à la maîtrise de soi. Les jeunes hommes apprenaient à maîtriser leurs émotions et à obéir aux ordres, même s'ils ne semblaient tout à fait clairs ou raisonnables. Dans la société spartiate, on croyait qu'un véritable guerrier devait avant tout être obéissant, car c'est seulement ainsi que l'armée entière pouvait être coordonnée. La capacité d'obéir était tout aussi importante que celle de commander. Le régime alimentaire restait simple et maigre, ce qui permettait de maintenir l'endurance et la forme physique. Les jeunes hommes apprirent à supporter la faim et le froid sans se plaindre ni perdre leur combativité. Leurs vêtements étaient aussi simples qu'avant, sans confort superflu. Tout cela visait à les préparer au mieux aux conditions de service.
Il est important de noter que, malgré sa rigueur, le système agogé n'était pas dépourvu d'éléments visant à développer un sentiment d'estime de soi et de fierté d'appartenir à la société spartiate. Les chants qu'ils chantaient devenaient plus complexes, racontant les exploits de leurs ancêtres, la gloire de Sparte et les devoirs du citoyen. Ces chants n'étaient pas seulement un divertissement, mais un puissant outil éducatif, favorisant un lien fort avec le passé et le présent de leur cité. À la fin de cette période, vers 18 ans, les jeunes hommes étaient prêts pour la prochaine étape de leur vie, encore plus difficile. Ils avaient surmonté de nombreuses épreuves qui avaient endurci leur corps, renforcé leur morale et leur avaient appris à vivre en communauté et à placer les intérêts de leur patrie au-dessus de tout. Ils étaient devenus de véritables Spartiates, prêts à se tenir en rang et à défendre leur cité. Cet âge marqua un tournant, où l'enfance céda enfin la place à l'âge adulte, chargé de devoirs et de responsabilités. La période de maturité arrive, lorsque les jeunes hommes, ayant atteint l'âge de 18 ans, approchent du seuil de la pleine citoyenneté. C'est le moment où le système agoge les prépare aux épreuves finales, les plus cruciales. Leur forme physique a atteint son apogée et leur force mentale leur permet d'appréhender des concepts et des tâches complexes. Ils doivent maintenant subir ce que les historiens appellent la cryptia. Les cryptia étaient une épreuve spéciale conçue pour évaluer non seulement l'endurance physique, mais aussi la capacité à survivre dans des conditions extrêmes et, comme le pensent certains chercheurs, la capacité à agir avec détermination, voire brutalité, si le devoir envers Sparte l'exigeait. Les jeunes Spartiates étaient envoyés à la campagne, où ils étaient contraints de ne compter que sur eux-mêmes. Ils devaient chercher de la nourriture, trouver un abri et éviter d'être repérés. Il ne s'agissait pas d'un simple exercice militaire, mais d'un entraînement dans des conditions aussi proches que possible du combat réel, privilégiant la discrétion et l'indépendance. Les historiens débattent de la nature précise de la crypteia. Certains pensent qu'il s'agissait d'une épreuve d'endurance et de furtivité, exigeant des jeunes hommes qu'ils vivent en forêt, chassent et évitent les rencontres avec les ilotes. D'autres chercheurs évoquent des aspects plus sinistres liés au contrôle de la population ilote. Quoi qu'il en soit, la crypteia exigeait des jeunes hommes une concentration extrême, la capacité de prendre des décisions rapides et d'être prêts à relever tous les défis. C'était une période où ils apprenaient à se fier à leur instinct et aux camarades avec qui ils subissaient cette épreuve. Accomplir les crypteia signifiait qu'un jeune homme franchissait avec succès l'un des derniers obstacles sur le chemin de l'âge adulte. Il avait prouvé sa volonté de servir Sparte, sa capacité à survivre et à fonctionner dans des circonstances difficiles. Après cette épreuve, généralement vers l'âge de 20 ans, les jeunes hommes étaient considérés comme prêts à devenir citoyens à part entière, ou citiens. Ils avaient le droit de participer aux syssitia, les repas communautaires qui constituaient la pierre angulaire de la société spartiate, et commençaient leur service militaire, prenant ainsi place dans les rangs. Il est important de comprendre que ce processus n'était pas aléatoire, mais soigneusement planifié. Le système agoge, de la petite enfance à l'âge adulte, visait à former un citoyen uni, discipliné et dévoué. Chaque étape avait son propre objectif, ses propres méthodes et ses propres épreuves. Et les cryptia constituaient l'une des touches finales qui forgeaient un véritable Spartiate à partir d'un jeune homme. Un guerrier prêt à donner sa vie pour sa police. Ces 2 années, de 18 à 20 ans, furent cruciales. Une période de transformation finale, celle de l'étudiant en membre à part entière de la communauté spartiate, prêt à assumer toutes les responsabilités et tous les droits qui en découlaient. Il s'inscrivait dans un ensemble plus vaste, où les intérêts personnels cédaient toujours le pas à ceux de l'État.
Nous sommes donc arrivés au moment où un jeune Spartiate, ayant surmonté toutes les épreuves de l'agoge, devient citoyen à part entière. Un nouveau chapitre de sa vie s'ouvre alors devant lui, où la discipline et le service à la police demeurent au cœur de ses préoccupations. L'une des manifestations les plus marquantes de cette nouvelle étape est sa participation au Syssitia. Les syssites, ou repas communautaires, étaient bien plus qu'un simple repas. C'était un rituel profondément symbolique qui imprégnait toute la structure de la société spartiate. Tout citoyen à part entière, à partir de 20 ans environ, était tenu de participer quotidiennement à ces repas. Ils se déroulaient dans des salles à manger communes spéciales où se réunissaient les membres d'une même filée, ou communauté. Imaginez ces salles à manger, non pas des salles luxueuses, mais plutôt des pièces simples mais spacieuses, où les hommes s'asseyaient à de longues tables, unis par une même cause, la défense et la prospérité de Sparte. Le menu des Syssitia était volontairement modeste. Des plats simples et nutritifs en constituaient la base. Bien sûr, il y avait la célèbre soupe noire spartiate, le mélasomos. Cette soupe, à base de porc, de sang, de vinaigre et de sel, n'était pas des plus raffinées, mais elle fournissait beaucoup d'énergie. Elle était agrémentée de galettes d'orge, de fromage, d'olives et parfois d'un peu de vin. Sans fioritures, sans raffinement. L'objectif n'était pas le plaisir gastronomique, mais plutôt le renforcement de l'esprit communautaire. Ces repas communautaires constituaient un puissant outil de maintien de l'égalité et de l'unité entre les citoyens. Riches et pauvres, nobles et inférieurs, tous s'asseyaient à la même table, mangeaient la même nourriture et discutaient des mêmes sujets. Cela éliminait toute différence de classe potentielle dans une autre société. Chaque citoyen contribuait au pot commun, une partie de sa récolte, son bétail. Ainsi, les syssites non seulement renforçaient les liens sociaux, mais constituaient également un mécanisme économique garantissant que personne ne souffre de la faim tout en maintenant une consommation modeste. Les restrictions de consommation n'étaient pas un hasard. Les Spartiates croyaient que le luxe corrompait et affaiblissait le corps et l'esprit. Par conséquent, la vie du citoyen était régie par le principe de modération. Les vêtements étaient simples, les maisons modestes et la nourriture nutritive sans être raffinée. Tout cela façonnait le caractère spartiate, qui valorisait la force, l'endurance et la maîtrise de soi plutôt que la richesse matérielle. Mais la vie quotidienne d'un Spartiate ne se limitait pas aux exercices militaires et aux repas en commun. Les femmes jouaient un rôle important dans la société, même si leur vie différait de celle des hommes. Les femmes spartiates n'étaient pas isolées chez elles, comme c'était souvent le cas dans d'autres cités grecques, comme Athènes. Au contraire, elles jouissaient d'une plus grande liberté et d'une plus grande influence. La tâche principale d'une femme spartiate était d'élever de futurs guerriers. Dès la naissance d'un enfant, et parfois même avant, la femme était au cœur de sa vie. Elle devait être forte, en bonne santé et résiliente pour donner naissance à des enfants tout aussi forts. C'est pourquoi les femmes spartiates pratiquaient l'exercice physique, la course, la lutte et le lancer du disque. Leur corps était entraîné pour les préparer à la maternité et à une vie pleine d'épreuves. Les enfants restaient sous la garde de leur mère jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est elle qui forgeait leur caractère, leur enseignait leurs premiers mots et leur inculquait les premiers concepts de discipline et de respect. Mais dès cet âge précoce, sous la protection maternelle, l'influence de la communauté se faisait déjà sentir. Les filles, comme les garçons, participaient aux jeux et chants communautaires, les préparant ainsi à leur futur rôle dans la société. Lorsqu'un garçon atteignait 7 ans, sa vie changeait radicalement.
Ils quittaient la maison et partaient à la caserne, dans le système des agogés. Mais même après cela, les femmes spartiates ne perdaient pas le lien avec leurs fils. Elles leur rendaient visite, leur apportaient de la nourriture et leur apportaient un soutien moral. Il est important de noter que les femmes spartiates exerçaient une influence considérable dans la société. Elles étaient les gardiennes des traditions et leurs opinions avaient du poids. Elles géraient également le foyer pendant que les hommes s'occupaient des affaires militaires. Les femmes spartiates étaient réputées pour leur fierté et leur dévouement à la cité. Des historiens comme Plutarque relatent les célèbres phrases qu'elles adressaient à leurs fils partant à la guerre, comme « avec » ou « sur le bouclier ». Cela témoignait de leur compréhension du devoir et de leur volonté de se sacrifier. Cependant, malgré une relative liberté, le rôle des femmes à Sparte était strictement défini, celui de mère et d'éducatrice des citoyens. Leurs ambitions et aspirations personnelles cédaient le pas aux intérêts de l'État. Cela s'inscrivait dans l'idéologie spartiate générale, où l'individualité était subordonnée au collectif. Ainsi, la vie quotidienne d'un Spartiate ne se résumait pas à un entraînement rigoureux et au combat. Elle incluait également des pratiques sociales profondément ancrées, comme les syssitia, qui maintenaient l'unité et l'égalité. Elle incluait également le rôle particulier des femmes, dont la force et l'endurance étaient consacrées à la procréation et à la formation des nouvelles générations de guerriers. Tous ces éléments, du simple repas à l'encadrement maternel, formaient un modèle unique, façonnant une société spartiate unique. L'étonnante puissance militaire de Sparte résidait en grande partie dans son armée unique. Au cœur de cette machine militaire se trouvait la phalange, une formation devenue synonyme de prouesse martiale spartiate. Il ne s'agissait pas simplement d'une masse de guerriers, mais d'un système soigneusement élaboré où chaque homme connaissait sa place et son rôle. La phalange était une formation dense de guerriers armés de longues lances, appelées doria, et de grands boucliers ronds, appelés oplons. Ces boucliers étaient si grands qu'ils couvraient non seulement le guerrier lui-même, mais aussi celui à sa gauche. Cela créait un mur de boucliers impénétrable, pratiquement impossible à franchir. Les tactiques de la phalange spartiate reposaient sur la discipline, l'unité et la coordination. L'objectif principal était de maintenir l'intégrité de la formation. Les guerriers se déplaçaient comme un seul organisme, obéissant aux ordres de leur commandant. Les lances étaient projetées en avant, formant une palissade mortelle. Si un guerrier du premier rang tombait, sa place était instantanément prise par un guerrier du second rang, maintenant ainsi la densité et la force de l'attaque. L'idée était que chaque guerrier soit un soutien pour son camarade et que personne ne soit laissé seul face à l'ennemi. Cette dépendance mutuelle, affinée par des années d'entraînement en agoge, conférait à la phalange une incroyable résilience. Le commandement militaire était strictement hiérarchique. Un chiliarque commandait une unité appelée chiliarchie. Cette unité comptait environ 1000 guerriers. Sous son commandement se trouvait le lorag, qui commandait un lora, une unité d'environ 128 hommes. Chaque lochage était responsable de la discipline et de l'efficacité au combat de son unité. Une unité encore plus petite était l'enloma, composée d'environ 32 guerriers. Enfin, au sein de l'enloma, il y avait une petite unité appelée omotia, composée d'environ 16 hommes dirigés par un omote. Cette structure claire permettait de gérer efficacement un grand nombre de guerriers tout en conservant souplesse et réactivité au combat. Les Spartiates étaient experts non seulement au combat rapproché, mais aussi en stratégie. Ils comprenaient l'importance du choix du champ de bataille et savaient exploiter le terrain à leur avantage. Ils préféraient souvent combattre dans les plaines, où leur phalange pouvait déployer toute sa puissance.
Cependant, ils savaient aussi s'adapter à diverses conditions. Leur discipline leur permettait d'agir avec cohésion, même dans les situations difficiles. L'organisation de l'armée reflétait toute la vie spartiate, rigueur, ordre et soumission à la cause commune. Chaque Spartiate, à l'âge adulte, devenait un guerrier à part entière et un membre de l'armée. Leur entraînement dès l'enfance visait à faire d'eux des soldats idéaux. Ils savaient que leur vie appartenait à l'État et étaient prêts à la sacrifier pour la défense de Sparte. Cette volonté de sacrifice, renforcée par une tactique et une organisation impeccables, fit de l'armée spartiate l'une des forces les plus redoutables du monde antique. Bien sûr, l'efficacité d'une phalange dépendait non seulement de sa structure, mais aussi de la qualité de chaque guerrier. Les Spartiates s'entraînaient toute leur vie. Leurs conditions physiques étaient excellentes, ils étaient résistants et forts. Leur maniement des armes, notamment la lance et le bouclier, était perfectionné. Ils étaient entraînés à travailler en équipe, à se faire mutuellement confiance et à comprendre que la réussite dépendait de la coordination des actions de chacun. Les Spartiates disposaient également de diverses techniques tactiques. Par exemple, ils pouvaient utiliser une phalange fermée, où les boucliers étaient serrés les uns contre les autres, créant ainsi un mur impénétrable. Ou encore une phalange ouverte pour les manœuvres. Les commandants jouaient également un rôle important, exigeant non seulement des compétences militaires, mais aussi la capacité d'inspirer leurs guerriers. L'histoire connaît de nombreux exemples de la puissance de la phalange spartiate. Ses tactiques et son organisation ont profondément influencé le développement des affaires militaires dans le monde antique. Elle est devenue un modèle pour de nombreuses autres armées qui ont tenté d'imiter son efficacité. Les Spartiates comprenaient qu'une armée n'est pas un simple instrument de guerre, mais le reflet d'une société entière, de ses valeurs et de son mode de vie. En ce sens, leur armée était véritablement unique. La phalange spartiate, arme redoutable dont la puissance reposait sur une discipline irréprochable et une volonté de sacrifice, a démontré à maintes reprises sa force sur le champ de bataille. Mais derrière chaque victoire, chaque démonstration de courage, se cachait une longue histoire de lutte. Une lutte pour l'existence, pour la terre, pour des idéaux. Abordons maintenant les grands événements qui ont façonné Sparte et déterminé son destin. Les guerres de Messénie, la guerre du Péloponnèse et, bien sûr, la bataille des Thermopyles. Les guerres de Messénie, qui débutèrent vers le 8e siècle avant Jésus, marquèrent un tournant pour la société spartiate. Les guerres de Messénie, qui débutèrent vers le 8e siècle avant Jésus, marquèrent un tournant pour la société spartiate. Plus que de simples affrontements militaires, ces guerres représentaient une véritable lutte pour la survie et surtout pour le territoire. Sparte, située dans la fertile vallée de l'Eurotas, avait besoin de ressources, et ces ressources dépendaient en grande partie du travail des peuples conquis. La Messénie, région fertile adjacente à la Laconie, devint la cible de l'expansion spartiate. La première guerre de Messénie, qui dura, selon diverses estimations, une vingtaine d'années, se termina par la victoire spartiate et la soumission totale de la Messénie. Les habitants de la Messénie furent convertis en ilotes, une classe particulière à mi-chemin entre esclaves et paysans dépendants. Ils étaient attachés à la terre, la travaillaient et donnaient la majeure partie des récoltes aux Spartiates. Cependant, la conquête ne signifiait pas une soumission totale. Quelque temps plus tard, vers 690 avant Jésus-Christ, une rébellion éclata en Messénie. La seconde guerre de Messénie se révéla bien plus acharnée et sanglante.
Les Spartiates rencontrèrent une résistance acharnée, menée par un général aussi distingué qu'Aristomène. Cette guerre fut un véritable test pour la machine militaire spartiate. Des décennies de combats furent nécessaires avant que Sparte ne parvienne à réprimer définitivement la rébellion et à reconquérir la Messénie. Les conséquences de ces guerres furent profondes. Pour Sparte, elles signifièrent non seulement une expansion territoriale et une augmentation du nombre d'ilotes, mais aussi une refonte de sa structure sociale et militaire. La crainte d'une nouvelle rébellion majeure et la nécessité de maîtriser le grand nombre d'ilotes conduisirent à une militarisation encore plus poussée de la société. C'est alors, selon de nombreux historiens, que le système éducatif et de vie spartiate tel que nous le connaissons fut définitivement établi. Agogée, Syssitia, rejet total du luxe et disponibilité constante à la guerre. Les ilotes devinrent le fondement sur lequel reposait l'économie spartiate, mais aussi une menace constante qui forçait les Spartiates à rester sur leur garde. Les siècles passèrent et Sparte atteignit l'apogée de sa puissance. Cette période fut marquée par sa participation à la guerre du Péloponnèse, qui débuta en 431 avant Jésus-Christ et dura près de 30 ans. Cette guerre opposait deux titans de la Grèce antique, Athènes, puissance maritime, et Sparte, puissance terrestre. La guerre du Péloponnèse fut un conflit complexe et multiforme qui engloba la quasi-totalité du monde hellénique. Elle résulta d'une combinaison de facteurs, rivalité d'influence, tensions économiques et crainte de Sparte face à la puissance croissante d'Athènes. La guerre débuta par l'invasion de l'Attique par les Spartiates, mais le stratège athénien Périclès décida de se réfugier derrière les longues murailles reliant la cité au port du Pirée. Les Spartiates, experts en guerre terrestre, ne parvinrent pas à prendre la ville d'assaut. Pendant ce temps, la marine athénienne dominait les mers, attaquant les territoires côtiers du Péloponnèse. Le cours de la guerre fut fluctuant, avec des périodes de succès pour les deux camps. Les Spartiates remportèrent des victoires sur terre, mais furent incapables de briser la domination athénienne sur mer. Les Athéniens, quant à eux, souffrirent d'une épidémie qui ravagea la cité et de conflits politiques. Les personnages clés de cette guerre furent le roi spartiate Archidamos II, puis le général Lysandre, ainsi que des chefs athéniens tels que Périclès et Alcibiade. Malgré la victoire de Sparte, la guerre du Péloponnèse finit par épuiser ses forces. Elle exigea d'énormes ressources, tant humaines que matérielles. Le système spartiate, conçu pour maintenir l'ordre intérieur et défendre le territoire, se révéla moins flexible pour mener de longues campagnes offensives sur de vastes territoires. Après sa victoire sur Athènes, Sparte devint l'hégémon de la Grèce, mais son pouvoir fut de courte durée. Les contradictions internes concernant la répartition du pouvoir et des richesses, ainsi que la perte de sa rigueur originelle en matière d'éducation et de mode de vie, commencèrent à éroder sa puissance. C'est dans le contexte de cette lutte pour la survie et la défense de son mode de vie qu'émergea une image devenue symbole d'abnégation et de courage, la bataille des Thermopyles. Cette bataille eut lieu en 480 avant Jésus pendant les guerres médiques. Le roi perse, Xerxès, envahit la Grèce avec une armée massive. Les Spartiates, accompagnés d'une petite force alliée sous le commandement du roi Léonidas, occupèrent l'étroite gorge des Thermopyles pour retarder l'avancée perse. Les Perses, dotés de forces largement supérieures, attaquèrent les positions grecques. Les gorges des Thermopyles offraient une position défensive idéale, permettant à un petit groupe de guerriers de contenir une armée massive. Les Spartiates, réputés pour leur résilience et leur prouesse militaire, combattirent avec un courage incroyable. Ils savaient que leur tâche était de gagner du temps pour permettre aux autres cités grecques de se préparer à la défense.
La légende raconte que les Spartiates se sont battus jusqu'au dernier homme. Leur courage et leur abnégation sont devenus un exemple pour toute la Grèce. Malgré leur défaite, cette bataille eut une immense portée morale. Elle démontra que, même face à des adversaires insurmontables, on peut se battre avec honneur et dignité. Le nom du roi Léonidas et de ses 300 Spartiates devint synonyme de résistance héroïque. Ces 3 grands conflits, les guerres de Messénie, la guerre du Péloponnèse et la bataille des Thermopyles, ont marqué à jamais l'histoire de Sparte. Les guerres de Messénie ont forgé Sparte, façonnant sa structure sociale et son organisation militaire unique. La guerre du Péloponnèse a marqué l'apogée de sa puissance, mais aussi le début de son déclin progressif. La bataille des Thermopyles a gravé à jamais le nom de Sparte dans l'histoire, symbole de sa détermination et de son abnégation. L'histoire de Sparte n'est pas seulement une histoire de guerre et de bataille, mais aussi celle de la manière dont une société fondée sur des principes et une discipline stricte s'est efforcée de préserver son mode de vie face aux défis du monde extérieur. L'histoire de Sparte, comme celle de tout grand État, ne pouvait se résumer à une succession perpétuelle de triomphes. Après des siècles de domination et de gloire, une période arriva où des fissures internes et des défis extérieurs commencèrent à miner le pouvoir de cette police unique. Nous arrivons au 12e chapitre de notre récit, où nous examinerons le déclin de Sparte, ses causes et ses conséquences. Après sa victoire dans la guerre du Péloponnèse, qui s'acheva en 441 avant Jésus, Sparte atteignit l'apogée de son influence. Sa puissance militaire et son système social strict semblaient assurer sa domination pour de nombreuses années. Cependant, c'est durant cette période qu'émergèrent les contradictions internes qui allaient jouer un rôle décisif dans son déclin. L'un des principaux problèmes résidait dans le maintien de la discipline stricte et de l'égalité, fondement de la société spartiate. Le système agogé, conçu pour former des guerriers irréprochables, exigeait un effort constant et une grande maîtrise de soi. Mais à mesure que Sparte s'enrichissait grâce à ses conquêtes et à son contrôle sur d'autres cités-États, ses idéaux commencèrent à s'éroder. De plus grandes inégalités apparurent entre les citoyens. Ceux qui servaient dans l'armée et recevaient un butin de guerre purent améliorer leur situation, tandis que ceux qui n'en bénéficiaient pas se retrouvèrent dans une situation pire. De plus, la société spartiate elle-même reposait sur un système où les citoyens à part entière, les Spartiates, constituaient une minorité. La majeure partie de la population était composée d'ilotes, essentiellement des esclaves d'État qui cultivaient la terre et assuraient la base économique. On y trouvait également des périèques, des habitants libres des territoires environnants qui pratiquaient l'artisanat et le commerce, mais étaient dépourvus de droits politiques. Ce système exigeait un contrôle militaire constant sur les ilotes afin de prévenir les rébellions. Cependant, lorsque l'armée spartiate était occupée sur des fronts étrangers ou lorsque des problèmes internes l'affaiblissaient, la menace d'une rébellion interne devenait réelle. Un autre facteur contribuant au déclin fut la perte des prouesses militaires et des valeurs morales qui avaient autrefois rendu Sparte invincible. Après de longues guerres et l'accession à l'hégémonie, certains Spartiates développèrent un sentiment de complaisance. La rigueur de la gauge s'est peut-être relâchée. Les historiens notent qu'à des époques ultérieures, les citoyens spartiates devinrent moins disciplinés, moins préparés aux privations qui avaient été la norme pour les générations précédentes. Au lieu de vivre selon les lois strictes de Lycurgue, certains commencèrent à rechercher le gain personnel et le luxe, incompatibles avec leurs propres idéaux. Les changements économiques ont également joué un rôle.
Le système des repas collectifs, ou syssitia, exigeait la contribution de chaque citoyen. Mais face aux inégalités économiques croissantes, certains trouvaient difficile, voire impossible, de maintenir cette contribution. Cela sapait le sentiment d'appartenance et d'unité si cher aux Spartiates. Sur le front extérieur, Sparte était également confrontée à de nouveaux défis. Athènes étant affaiblie, de nouvelles puissances émergeaient sur la scène politique grecque. Thèbes, par exemple, devint une puissante rivale. La bataille de Leuctre, en 371 avant Jésus-Christ, porta un coup dur à Sparte. L'armée spartiate, considérée comme invincible, subit une cuisante défaite face au général thébain Épaminondas. Cette défaite non seulement mina le prestige militaire de Sparte, mais démontra aussi que sa supériorité n'était pas absolue. Après Leuctre, Sparte perdit une part importante de son territoire et de son influence. Les Thébains, à leur tour, commencèrent à émanciper les Ilotes et à soutenir leur quête d'indépendance, affaiblissant encore davantage l'économie et la structure sociale spartiate. Progressivement, Sparte perdit ses caractéristiques uniques. Le nombre de citoyens à part entière, ou spartiates, diminuait régulièrement. Cela s'expliquait par le fait que conserver la citoyenneté nécessitait de posséder une certaine superficie de terre et de payer des cotisations aux syssitia. La pression économique et la perte de terre conduisirent de nombreux Spartiates à perdre leur statut et à devenir des hypoméions, des personnes privées de leurs droits. Des tentatives de réforme furent entreprises, mais elles furent souvent tardives ou inefficaces. Par exemple, au début du IIIe siècle avant Jésus, le roi Agis III tenta de mettre en œuvre une réforme agraire afin de redistribuer les terres et de restaurer la citoyenneté. Cependant, ces efforts se heurtèrent à la résistance des citoyens aisés et il fut assassiné. Plus tard, le roi Cléomène III entreprit des réformes plus radicales, notamment l'annulation de la dette et la redistribution des terres, ainsi que l'élargissement des droits des périèques. Il tenta même de rétablir le système des agogées. Ces réformes connurent un certain succès, mais Sparte ne put jamais reconquérir son ancienne puissance. En fin de compte, Sparte s'est révélée incapable de s'adapter aux changements du monde. Son appareil militaire, autrefois le summum de l'efficacité, est devenu obsolète. Tandis que d'autres cités-États développaient de nouvelles tactiques et de nouveaux armements, Sparte est restée fidèle à ses méthodes traditionnelles. Les menaces extérieures se sont également accrues. Avec l'émergence de la Macédoine sous Philippe II, puis Alexandre le Grand, la carte politique de la Grèce a radicalement changé. Le royaume macédonien est devenu la puissance dominante, et même la puissante Sparte s'est avérée incapable de résister à sa machine militaire. À la fin du IVe siècle avant Jésus, Sparte n'était plus une puissance dominante. Son influence était limitée et ses problèmes internes continuaient de s'aggraver. Malgré son passé héroïque et la préservation de certaines traditions, Sparte déclina progressivement en tant que puissance politique et militaire. Il est important de comprendre que le déclin de Sparte ne fut pas un événement soudain. Ce fut un processus long et progressif, alimenté par une combinaison de facteurs internes et externes. La perte des compétences militaires et des valeurs morales, les inégalités économiques, les contradictions sociales et finalement l'émergence de nouveaux États plus puissants, tout cela contribua à la disparition de cette cité-État légendaire. Pourtant, même dans son déclin, Sparte demeura un symbole de discipline, de courage et de sacrifice.
Bien que son influence politique se soit estompée, son héritage perdura, inspirant et captivant les générations suivantes. L'histoire de Sparte, avec ses hauts et ses bas, nous rappelle avec force qu'aucun État, aussi puissant soit-il, n'est à l'abri des changements et des défis du temps. Son parcours, d'une cité guerrière légendaire à l'ombre de sa gloire passée, est une précieuse leçon pour tous les spécialistes de l'histoire humaine. L'héritage de Sparte, telles les racines robustes d'un olivier millénaire, plonge profondément dans le sol de l'histoire, continuant de nourrir et d'inspirer. Même si le pouvoir politique de la cité-État déclinait, sa culture militaire unique laissa une empreinte indélébile. Cette empreinte se retrouve non seulement dans tout le monde grec, mais bien au-delà, notamment dans la formation de la pensée militaire, de la République et de l'Empire romain. Pragmatiques et grands apprenants, les Romains étudiaient attentivement l'expérience des autres peuples. Ils voyaient en Sparte un modèle de discipline, de courage et de dévouement. L'idéal spartiate d'un guerrier prêt à tout sacrifier pour l'État les séduisait particulièrement. Bien que l'armée romaine n'ait jamais copié exactement l'armée spartiate, les principes fondamentaux du système spartiate d'entraînement et d'organisation des troupes étaient parfaitement compris et adaptés. Les Romains admiraient la capacité des Spartiates à maintenir un haut niveau d'efficacité au combat au fil des siècles. Ils voyaient comment, malgré leur faible nombre, les Spartiates pouvaient défier des adversaires bien plus imposants. Cela était rendu possible grâce à un système strict d'agoge, instauré dès la petite enfance. Bien qu'ils aient leur propre système d'entraînement des légionnaires, les Romains adoptaient l'idée d'une discipline précoce, d'un entraînement physique et de l'instauration d'une forte camaraderie au sein des unités militaires. Les Romains accordaient une importance particulière à la conception spartiate du devoir et de l'honneur. Les Spartiates étaient réputés pour leur laconisme, mais leurs actes étaient plus éloquents que leurs paroles. Cette qualité, appelée laconicisme, devint l'idéal des soldats et des généraux romains. L'armée romaine maintenait un code de conduite strict qui exigeait une obéissance aveugle, du courage au combat et du respect envers ses camarades. Ces valeurs reflétaient largement celles des Spartiates. Des historiens romains comme Livius et Polybe ont décrit en détail l'organisation et les tactiques militaires spartiates. Ils ont souligné l'efficacité de la phalange spartiate, tout en reconnaissant ses limites, notamment face aux légions romaines plus flexibles. Néanmoins, l'idée même de créer une formation de combat unifiée et disciplinée, où chaque soldat connaissait sa place et agissait comme un élément de l'ensemble, était essentielle aux Romains. Les Romains étudièrent également le système de gouvernance et l'ordre interne spartiate. Ils observèrent comment les Spartiates parvenaient à maintenir sous contrôle une importante population ilotienne malgré leurs ressources limitées. Bien que les Romains n'aient pas eu recours à des mesures aussi radicales que la crypteille, ils adoptèrent l'idée de la nécessité d'un contrôle strict et du maintien de la stabilité interne pour garantir leur puissance militaire. L'influence de Sparte sur la pensée militaire romaine ne résultait pas d'une simple copie, mais plutôt d'un processus de réflexion et d'adaptation approfondie. Les Romains s'emparèrent des meilleures idées et principes qui, selon eux, contribuaient à la puissance militaire et à la longévité de l'État et les intégrèrent à leur propre système plus complexe et multiforme. Ainsi, l'héritage spartiate devint l'un des piliers de la puissance militaire de l'Empire romain. Mais l'héritage de Sparte s'étend bien au-delà du domaine militaire. Il s'est manifesté dans la culture et l'art, devenant une source d'inspiration pour des générations. Dès son apogée, et surtout après son déclin, Sparte est devenue un symbole du guerrier idéal,
symbole d'une volonté inébranlable, symbole du courage face à l'adversité. Dans le monde antique, l'image du Spartiate était répandue en littérature et en philosophie. Écrivains et penseurs s'inspiraient de l'exemple spartiate pour illustrer leur conception de la vertu, du devoir et du gouvernement. Des philosophes comme Platon, tout en critiquant certains aspects de la société spartiate, reconnaissaient ses réussites en matière d'éducation civique et de maintien de l'ordre. Les Spartiates, connus pour leurs réserves, ont laissé moins de traces écrites que les Athéniens. Cependant, leurs actions, leurs exploits et leur mode de vie ont été immortalisés dans les œuvres d'autres peuples. La bataille des Thermopyles, où 300 Spartiates, menés par le roi Léonidas, combattirent jusqu'au bout, est entrée dans la légende. Cette histoire de sacrifice personnel et de résistance héroïque face à l'ennemi a été maintes fois racontée et interprétée. À la Renaissance, avec le regain d'intérêt pour l'Antiquité, l'image de Sparte a de nouveau attiré l'attention. Artistes, écrivains et philosophes se sont inspirés des idéaux spartiates. Sparte est alors associée à la beauté physique, à la force et à l'ascétisme. Les scènes inspirées de la vie spartiate, mettant l'accent sur la sévérité et la discipline, sont courantes dans les arts visuels. Plus tard, lors de la formation des États-nations et des armées, l'image du Spartiate a retrouvé toute sa pertinence. Il était utilisé comme symbole de patriotisme, de détermination à défendre la patrie et de combativité. Dans la littérature et le cinéma, l'image du Spartiate a souvent été idéalisée, devenant l'archétype du guerrier invincible. Il est important de comprendre que l'image culturelle de Sparte relève souvent davantage du mythe que d'une fidèle représentation historique. La véritable Sparte était une société complexe, avec ses propres contradictions et problèmes. Pourtant, c'est ce mythe, cette légende d'une cité guerrière, d'un peuple prêt à mourir pour la liberté et l'honneur, qui s'est avéré incroyablement durable. Cette résilience s'explique par le fait que les idéaux spartiates, discipline, courage, altruisme et dévouement, sont des valeurs universelles. Ils trouvent un écho auprès des peuples de toutes les époques et de toutes les cultures. Sparte, même en tant que cité-État disparue depuis longtemps, perdure dans notre conscience collective, nous rappelant ce dont une personne est capable lorsqu'elle est unie par un objectif commun et prête à surmonter ses propres limites. L'héritage de Sparte est donc multiforme. Il réside non seulement dans son influence sur la pensée militaire, mais aussi dans sa présence durable dans la culture et l'art. Sparte nous a appris que la force d'un État ne se mesure pas seulement à sa taille ou à sa richesse, mais aussi à l'esprit de ses citoyens, à leur volonté de sacrifice et à leur discipline inébranlable. Cette leçon, apprise à travers les âges, reste d'actualité, nous rappelant la force de l'esprit humain et l'importance de principes moraux solides. Sparte, cette ancienne cité-État située dans la vallée fertile de l'Eurotas, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire humaine. Nous avons parcouru un long chemin pour explorer son développement, sa structure sociale unique, son système éducatif rigoureux et, bien sûr, sa puissance militaire. Aujourd'hui, alors que nous concluons notre voyage dans le monde des Spartiates, nous pouvons affirmer avec certitude que Sparte est bien plus qu'un simple récit d'histoire. C'est un symbole, l'incarnation d'idéaux qui, malgré les millénaires, continuent de résonner dans notre conscience collective. Nous avons vu comment les conditions naturelles difficiles, les terres fertiles et la situation stratégique de la Laconie ont contribué à la formation d'une société unique et autosuffisante. Cette société, fondée sur une hiérarchie rigide où chacun avait sa place et son rôle, était bâtie autour d'un objectif principal, maintenir la stabilité et la sécurité.
Le fondement de cet ordre, comme nous l'avons appris, était constitué par les Zilotes et les Périèques, dont le travail assurait le bien-être des citoyens à part entière, les Spartiates. Le système éducatif, l'agoge, se présentait à nous comme un outil impitoyable mais efficace pour former le citoyen guerrier idéal. Dès sa naissance, chaque Spartiate subissait des épreuves qui forgeaient son corps et son esprit. Nous évoquions les premières années de la vie, le sevrage progressif de l'affection maternelle, les jeux et les chants qui inculquaient discipline et amour de la patrie dès le plus jeune âge. Puis, dès 7 ans, la vie d'un jeune Spartiate était entièrement sous la protection de l'État. Caserne, exercice physique, entraînement au maniement des armes, hiérarchie stricte entre seniors et juniors, tout cela formait non seulement des guerriers, mais aussi des frères d'armes, unis par des liens invisibles de loyauté. Ce système perdura jusqu'à l'adolescence, lorsque les jeunes hommes maîtrisaient des sciences militaires plus complexes, apprenant à survivre en pleine nature, à chasser et à opérer en petits groupes. La cryptia, cette épreuve mystérieuse et difficile pour les jeunes de 20 ans, constituait l'aboutissement de leur entraînement. Une épreuve de force, d'endurance et de préparation à tous les défis. Ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes qu'un Spartiate devenait un citoyen à part entière, prêt à servir sa police. Nous avons également abordé la vie quotidienne des Spartiates, leur célèbre Syssitia, des repas collectifs qui servaient non seulement de source de nourriture, mais aussi de facteur important de cohésion sociale. Restrictions de consommation et mode de vie simple faisaient partie intégrante de leur philosophie, visant à fortifier l'esprit plutôt qu'à rechercher la richesse matérielle. Et bien sûr, nous avons évoqué le rôle des femmes spartiates, qui, sans participer directement aux actions militaires, jouaient un rôle essentiel dans la formation des futurs guerriers, leur inculquant les valeurs mêmes qui ont fait la grandeur de Sparte. La puissance militaire de Sparte, sa célèbre phalange, ses tactiques et sa stratégie lui ont permis de maintenir une position dominante en Grèce pendant des siècles. Nous avons rappelé les grandes batailles et guerres qui ont marqué son histoire, les guerres de Messénie, la guerre du Péloponnèse et, bien sûr, l'héroïque bataille des Thermopyles, symbole d'abnégation et de volonté inébranlable. Cependant, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, même les plus grandes civilisations rencontrent des difficultés. Nous avons vu comment les conflits internes, la perte progressive des anciennes compétences militaires et des principes moraux, ainsi que les menaces extérieures, ont conduit au déclin de Sparte. Cette période nous rappelle qu'aucune société ne peut rester éternellement au sommet de sa puissance, et que préserver ses idéaux exige un effort constant. Mais même dans son déclin, Sparte nous a laissé un précieux héritage. Sa culture militaire, sa discipline et son esprit de sacrifice ont eu une influence considérable sur les générations suivantes, y compris sur la pensée militaire romaine. L'image du Spartiate, guerrier invincible, prêt à mourir pour sa patrie, est profondément ancrée dans la culture mondiale, inspirant écrivains, artistes et penseurs pendant des siècles. Aujourd'hui, alors que nous concluons nos recherches, il est important de souligner une fois de plus que Sparte est bien plus qu'un simple recueil de faits historiques. C'est un symbole durable de discipline, de courage et de dévouement. Elle nous rappelle que la véritable force d'une société ne réside pas dans la richesse ou la taille, mais dans l'esprit de ses citoyens, dans leur volonté de servir un but supérieur, dans leur dévouement indéfectible au devoir. Les leçons tirées de l'histoire de Sparte restent d'actualité. Dans un monde en constante évolution, où défis et difficultés sont inévitables, les principes de discipline,
de persévérance et de sacrifice demeurent fondamentaux. Sparte nous a appris que le dépassement de soi, la recherche de l'excellence et le dévouement à ses idéaux sont la voie vers une société forte et résiliente. Que l'image du Spartiate, incarnation de ces valeurs éternelles, demeure en nous. Qu'elle nous rappelle ce dont l'homme est capable lorsqu'il est uni par un objectif commun et prêt à se consacrer aux plus hauts idéaux. L'histoire de Sparte est celle de l'esprit humain, de sa capacité à accomplir de grandes choses, de son aspiration à l'ordre et à la justice. Et maintenant, alors que notre voyage dans le passé touche à sa fin, laissez cette connaissance, cette compréhension de la civilisation spartiate vous transporter dans un monde de paix et de tranquillité. Laissez les images des guerriers antiques, leur discipline et leur courage devenir une source de paix et de confiance. Laissez ce savoir, ancré dans les profondeurs du temps, vous aider à trouver l'équilibre et l'harmonie intérieure. Plongez dans le silence et ressentez la paix que procure la compréhension du passé. Laissez chaque respiration vous emplir de paix et chaque expiration dissiper tous les soucis. L'histoire de Sparte, ses leçons et son héritage font désormais partie de votre monde. Que cette part soit la source de votre force et de votre paix intérieure. Dormez paisiblement, sachant que les valeurs éternelles incarnées par Sparte perdurent, nous apportant sagesse et inspiration.